Voilà, bonjour à tout le monde. Si je prends la parole aujourd'hui, donc comme tu viens de le dire, Caroline, c'est avec une double casquette qui est celle de doctorante à ses débuts à l'ULB. Donc ma thèse de doctorat porte sur le rapport à l'écrit en fonction du milieu social d'origine. Elle ne concerne pas le public étudiant dans l'enseignement supérieur, mais bien les enfants de l'école primaire. Et je suis par ailleurs maître assistante à la haute école provinciale de la province, à la haute école de la province du Hainaut, Condorcet, pardon, où j'enseigne des cours de langue française. Et c'est à ce titre-là que j'interviens aujourd'hui pour proposer un dispositif pédagogique et pour expliquer en fait en quoi ma posture d'enseignante pour expliquer encore ma posture d'enseignante est finalement en lien avec le cadrage théorique que je suis en train de construire. Voilà, donc je vais essayer de développer ce titre, donc littératie et étudiants de milieu populaire en 4 points. Le premier point, en fait, viendrait un peu en amont de l'explicitation du titre. Je voudrais en fait parler de la posture didactique que le maître assistant en langue française peut adopter, en tout cas dans l'enseignement supérieur de type court, puisque c'est ma position à moi. Ensuite, les points 2 et 3 vont venir expliciter le titre que j'ai choisi, donc compétences langagières en milieu populaire, et puis le chemin qui permettra, j'espère, d'accéder ou de développer au maximum ces compétences langagières. Et enfin, je vais arriver à la manière dont moi je m'y prends pour essayer de mettre en pratique cette théorie. Alors, je vais peut-être vous dire, avant de démarrer, que vous allez trouver pas mal de convergences entre ma prise de parole et celle qu'on vient d'écouter de la part de Azzedine Hadji. La différence, en fait, va se situer surtout dans le fait que j'interviens, moi, dans l'enseignement supérieur de type court et aussi qu'il y a un focus qui est plus particulièrement posé sur l'enseignement de la langue française, mais sinon vous allez voir que le cadre théorique est proche. Donc je fais aussi référence au groupe ESCOL dont il a parlé. Et en fait, du coup, je spoil un peu, mais les pistes didactiques sont aussi assez proches, je crois, de ce qui a été proposé juste avant. C'était assez amusant de voir comment finalement faire les mêmes lectures donne les mêmes idées. Voilà, donc en amont, je vous disais, je voudrais d'abord parler des deux postures qui sont possibles à adopter quand on enseigne la langue française en haute école. Donc mon rôle à moi, c'est de donner, moi j'enseigne la langue française dans le département social, c'est-à-dire que c'est pas évidemment comme dans le département pédagogique, les cours de langue française ne sont pas les cours principaux, comme ça peut être le cas en institut ou dans les bacheliers pour devenir prof dans le secondaire. Ceci étant, je pense qu'il y a quelque chose d'assez commun à tous les départements. C'est donc ces cours qu'on appelle encore assez fréquemment cours de maîtrise de la langue. Et voilà, moi c'est bien de ça que je voudrais parler aujourd'hui, c'est de ces deux postures qui sont possibles à adopter donc vis-à-vis de cette matière. Et c'est pas du tout une terminologie que je viens d'inventer. En fait, c'est une terminologie qui est relativement connue et que vous connaissez d'ailleurs sans doute, que vous employez sans doute aussi. Je la reprends pour ma part du discours inaugural de Marie-Christine Paulet quand elle a introduit un colloque qui a déjà presque 10 ans sur les littératies. Elle avait fait ça avec le Centre de méthodologie universitaire. Et donc ces deux postures, c'est une posture qui est plutôt orientée maîtrise de la langue, versus une autre posture qui est plutôt orientée développement de compétences langagières. Alors je vais essayer d'expliquer la différence entre ces deux postures en 4 points qui peuvent apparaître comme relativement opposés à partir de ces deux regards. Donc la perspective, quand on envisage la langue française, l'enseignement de la langue française en haute école, selon plutôt cette posture 1, c'est une perspective qui est relativement normative, puisque l'idée c'est de remplir une béance entre le niveau de l'étudiant tel qu'il arrive dans la formation et le niveau attendu et fixé par les exigences de la formation, par l'institution, par le type de bachelier dans lequel l'étudiant s'inscrit.
Alors que la posture 2, donc celle qui vise à développer des compétences langagières, est plutôt réflexive dans la mesure où on va plutôt essayer de situer cette norme aussi, mais on va l'interroger, on va interroger le niveau de l'étudiant, on va interroger quelle est la norme et on va essayer de voir dans quelle mesure l'étudiant peut puiser dans ses ressources aussi pour tendre vers ce qui est attendu. Un deuxième élément qui peut expliquer la contradiction entre les deux postures, c'est, on pourrait dire finalement que la posture 1, c'est une vision plutôt statique, dans la mesure où on considère le niveau de l'étudiant au moment A, donc celui avec lequel il arrive dans la formation, et il y a un deuxième temps qui est le niveau B, celui qu'il est censé atteindre au sortir de la formation. Alors peut-être que vision statique, c'est un peu excessif, on pourrait aussi parler de vision linéaire, c'est-à-dire vraiment le chemin qu'on va emprunter pour aller de ce point A vers ce point B. Alors au niveau de la posture 2 en revanche, donc celle qui vise plutôt à développer des compétences langagières, on est beaucoup plus dans une vision dynamique, dans un processus, puisque ce qui est interrogé, c'est le rapport de l'étudiant à la langue, au registre de l'écrit, etc. Et donc on l'envisage dans son passé de scripteur, et alors surtout on essaye de le préparer au scripteur qui pourra être après, et donc on va plutôt essayer de l'outiller pour pouvoir continuer à acquérir et à développer des outils qui l'aideront à professionnaliser ses écrits, ou à perfectionner plutôt ses écrits. Alors un troisième élément de distinguo, c'est le travail sur le visible ou sur l'invisible. Donc quand on est plutôt dans la perspective maîtrise de la langue, on peut qualifier, si on prend l'image de l'iceberg par exemple, on est clairement sur la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à ce qui est écrit, à ce qui est produit comme discours de la part de l'étudiant, pour essayer évidemment de voir voilà, le discours. Ça, c'est le discours qui est produit, voilà le discours qu'il faudrait pouvoir produire, et donc on travaille sur ce qui apparaît. Alors que dans le développement des compétences langagières, finalement, ce qui intéresse surtout, c'est pas tellement la surface visible de l'iceberg, c'est plutôt l'invisible, c'est-à-dire tout le travail inductif, je reprends les termes de Adélie Nadji tout à l'heure, qui est nécessaire avant justement de produire les écrits. Alors, un quatrième et dernier élément, quand on est plutôt dans une perspective maîtrise de la langue, finalement, c'est le but. Donc, le but est d'obtenir que l'étudiant puisse avoir la meilleure maîtrise possible de la langue, c'est-à-dire qu'il se rapproche le plus possible de la norme, qu'il puisse le plus possible acquérir vraiment le rapport légitime qui est attendu par la société, alors que quand on est plutôt dans la perspective axée sur le développement de compétences langagières, la langue est plutôt traitée comme un outil au service de la pensée, c'est-à-dire que on va pas forcément viser à la plus grande maîtrise normative, mais on va surtout utiliser la langue pour ce qu'elle permet de penser, et du coup, comme effet indirect, ça devrait détruire les entraves qui existent pour favoriser l'acquisition de la norme. Et donc, même si la maîtrise de la langue n'est pas directement les faire chercher avec le développement de compétences langagières, c'est sans doute, pour ma part en tout cas, le meilleur moyen d'y parvenir, en tout cas avec les étudiants les plus en difficulté. Donc, on est clairement dans un déplacement du focus. Le focus n'est plus mis sur la langue elle-même, mais bien sur la construction de la pensée, avec la langue au service de cette construction de la pensée. Voilà, donc vous aurez compris que la perspective dans laquelle je m'inscris, c'est plutôt la deuxième, donc le développement de compétences langagières. Et pourquoi moi ça m'intéresse particulièrement, c'est parce que je donne cours donc en milieu populaire, et donc j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de la section éducateur spécialisé dans la haute école dans laquelle je travaille. Je travaille à Charleroi. Donc les étudiants éducateurs spécialisés sont pour 32% seulement issus de l'enseignement général ou en tout cas de transition, et pour 68% ils proviennent de l'enseignement qualifiant, et une partie de ces étudiants-là, pas une partie très importante, mais 5%
des 68% provient de l'enseignement professionnel. Donc, je pense que ça, c'est quand même un élément sur lequel on peut s'appuyer. On sait qu'en Belgique, on a quand même un enseignement qui fonctionne sur un principe de relégation, c'est-à-dire que quand ça ne va pas en général, on va en technique, quand ça ne va pas en technique, on va en professionnel. Et en fait, cet enseignement de relégation, il est assez conforme à la hiérarchisation de la société et donc au milieu social d'origine. C'est pour ça que je pense pouvoir déduire que effectivement, je présente ici un dispositif qui s'applique particulièrement avec des étudiants qui sont issus de milieux populaires. Alors, peut-être un préalable avant de développer plus à fond ce que j'ai envie de vous dire là-dessus, c'est qu'on part évidemment du principe que l'écrit n'est pas la transposition de l'oral sur papier. Et donc, quand je vais parler de l'écrit ici, vous allez voir que je vais parler du rapport à l'écrit. On parle bien de l'écrit qui régit une forme de pensée et donc qui occasionne un mode de pensée qui est particulier et qu'on va qualifier de mode de pensée scriptural. Donc, pour ce qui est du rapport au savoir en milieu populaire et donc de la distance ou pas avec ce mode de pensée scriptural, je voudrais citer plusieurs auteurs qui ont parlé de ce concept et certains ont été cités juste avant moi dans l'exposé précédent. Peut-être historiquement, je vais revenir sur 4 d'entre eux. Ça me paraît intéressant de voir aussi un peu comment cet élément finalement qui est très similaire a quand même pu bouger dans la terminologie. Et donc, je dirais que le premier auteur que je citerai, c'est Bernstein, qui a été évoqué juste avant, et qui distinguait en fonction du milieu social d'origine ce qu'on pouvait qualifier plutôt du code restreint en milieu populaire versus le code élaboré dans les milieux avec un capital culturel plus élevé. Je parlerai, donc ça c'était dans les années 70, je parlerai de Bernard Lahire, qui est sociologue et qui lui a conceptualisé toujours ce même rapport au savoir en fonction d'une opposition entre deux notions qu'il a qualifiées de forme sociale orale, qui caractérise les milieux populaires, versus la forme sociale scripturale, qu'il emploie pour qualifier donc les milieux avec un capital culturel plus élevé. Et puis vient Elisabeth Bauthier, dont il a été souvent question dans les exposés qui ont précédé, et particulièrement dans le 3e, qui, elle, a continué à qualifier les formes de pensée en fonction du milieu social d'origine, même si on n'était plus dans une dichotomie, on arrivait dans une gradation plutôt entre les élèves ou les étudiants les plus fragiles vers ceux qui sont les plus outillés. Et donc, elle parle de rapport au langage plus ou moins littéracier. Et enfin, je parlerai de Anne-Sophie Romainville qui a publié le résultat de sa thèse, et donc ça c'est tout récent, 2019, et qui parle, elle, d'habitus langagiers plus ou moins scripturaux. Donc qu'on soit vraiment dans une vision dichotomique ou qu'on soit dans une vision plus graduelle, il n'empêche que tous ces auteurs notent clairement une construction de la pensée qui est quand même relativement conforme au milieu social d'origine. Donc, ce qui est, je viens ici de qualifier l'opposition entre deux modes de pensée. Il est clair que la culture scolaire, c'est bien une culture de l'écrit. Ça veut dire que cette culture, elle est évidente, c'est sans doute excessif de dire évidente, mais en tout cas, elle est plus familière aux élèves et puis aux étudiants qui proviennent des milieux avec un capital culturel plus élevé. Et donc, il y a un hiatus clair qui s'opère entre ces étudiants, entre les étudiants de milieux plus populaires et ce qui est attendu à l'école. Alors, je voudrais revenir sur ces deux notions, donc de culture écrite, culture ou rapport au monde plutôt oral-pratique, qui est aussi un concept nommé par Bernard Lahire, pour dire qu'en fait, c'est intéressant de se rendre compte que dans les auteurs qui ont conceptualisé ces deux notions, donc notamment la question de la culture écrite, ça s'est fait aussi bien au niveau de l'évolution des sociétés qu'au niveau des différentes classes sociales qui peuvent coexister au sein de la société contemporaine. Et donc, pour parler de cette notion d'apparition de la culture écrite en opposition avec une culture orale, je pense qu'un auteur qu'il est intéressant de citer, c'est Jack Goody, l'auteur de La raison graphique,
et qui propose justement une description des sociétés en fonction de l'apparition de l'écriture en leur sein, qui a permis une construction des savoirs qui était forcément différente de la construction des savoirs qui s'est opérée dans des civilisations où la culture orale prédominait, puisque l'écrit permet évidemment un retour sur ce qui existe et du coup une complexification des savoirs. Donc ça, c'est pour l'opposition culture orale, culture écrite à l'échelle de l'histoire des sociétés. On constate aussi cette opposition au niveau des sociétés contemporaines entre les milieux populaires, j'y reviens donc, et les milieux au capital culturel plus élevé. Et donc, ce qui est particulier et à retenir en fait par rapport aux difficultés du coup qui sont rencontrées dans le cadre de la scolarisation, c'est que la culture écrite, elle nécessite vraiment elle nécessite en fait que le sujet parlant puisse se décaler de sa propre parole. Il faut, quand on est dans un mode de pensée scripturale, réussir à penser les choses en dehors du contexte, d'un contexte qui fait sens. Et donc Elisabeth Bautier dit par exemple, en milieu populaire, le langage trouve son sens dans un usage interactif. Ce qui veut dire que forcément, quand on est dans les modalités de la culture écrite, il y a un gap dans le rapport au savoir qui n'est pas forcément évident à combler de façon intuitive. Voilà, donc puisque ce que j'essaye de dire ici, c'est qu'en fonction du milieu social d'origine, on peut être plus ou moins préparé aux enjeux de la culture scolaire, et donc quel que soit le niveau d'enseignement, on se rend bien compte que ça nécessite, j'ai zappé une dia, ça nécessite forcément une forme d'acculturation à cette culture écrite, culture qui est celle de culture de l'école. Et donc, c'est important, dans ce cas-là, de se rendre compte que le rapport au savoir de l'étudiant, il faut pouvoir le prendre comme point de départ du scénario pédagogique. Et donc, c'est important de pouvoir expliciter avec lui. Ça, c'est aussi une notion dont Elisabeth Bautier parle très bien. C'est important de mettre avec lui au jour ce qui est spécifique à son propre rapport au savoir, de manière à pouvoir identifier avec lui ce qui est spécifique à l'écrit, ce qui est spécifique au fait que à l'écrit, et donc lui faire bien comprendre que l'écrit a ses propres normes, qu'on est dans une modalité où le locuteur délivre un message à l'attention d'un destinataire qui est absent, on est donc dans une communication différée, et que du coup, il y a toute une série de malentendus potentiels à prévenir. Donc cette contrainte, elle oblige à nous représenter la situation par la pensée. On est très loin de la spontanéité de l'oral. Et donc si je reviens à ce que j'ai dit précédemment, dans les milieux populaires, on est souvent dans un rapport au savoir qui est dans un rapport oral pratique au monde, et donc forcément cette mise à distance, elle n'est pas spontanée. Et donc voilà, ces différentes contraintes, elles sont à expliciter pour les étudiants pour qui c'est pas spontané. Voilà, donc l'acculturation doit passer forcément par une conscientisation. Et donc, oui, je vous disais que Bautier parle très bien donc, de cette conscientisation où elle explique que la littératie ne peut s'opérer que quand l'étudiant lui-même parvient à prendre conscience de son propre mode, de son propre rapport au savoir pour pouvoir évoluer vers le rapport au savoir qui est exigé de lui. Alors, je voudrais parler maintenant d'un deuxième aspect qui est nécessaire pour atteindre la littératie exigée dans l'enseignement supérieur. C'est le fait qu'il faut forcément un engagement de l'étudiant. Donc, ça ne peut pas du tout être une réception passive. Et donc, il me semble qu'il y a trois notions, elles ne sont évidemment pas exhaustives, mais trois notions que je voudrais un peu creuser avec vous par rapport à cette possibilité que l'étudiant s'engage réellement.
Le premier élément, c'est, donc je ne vais pas forcément commenter les plus dans l'ordre, je vais d'abord parler de la réflexivité et je vais vous citer une phrase de Bautier qui dit il s'agit de chercher à comprendre ce qui fonde les différences entre les deux modes de pensée, avant et afin de caractériser, d'expliciter les normes proprement scolaires auprès des élèves qui n'entretiennent pas spontanément avec elles des rapports de familiarité. Donc je viendrai dans le quatrième point de mon exposé vous expliquer comment j'essaye d'envisager cette question-là avec mes étudiants. Et alors, deux autres aspects qui me semblent vraiment importants pour que les étudiants puissent réellement s'engager dans leur processus d'apprentissage, c'est le rétablissement d'une confiance. Ça a été aussi dit précédemment. Donc, les étudiants qui sont plus fragilisés, en général, n'ont pas forcément confiance dans leur propre capacité à s'engager dans la tâche et donc ont tendance à faire ce qui leur est demandé, mais pas forcément à se demander vraiment comment ils vont apprendre. Et donc, pour pouvoir enclencher ces mécanismes-là, il y a un travail de rétablissement de la confiance qui doit absolument être fait. Et alors, il y a forcément aussi un autre élément qui est important, c'est celui de la motivation. Donc, la motivation, ça ne doit pas forcément être le fait de leur prouver que ce qu'on va leur apprendre est directement applicable, mais ça n'empêche que il faut aller les chercher et pour aller les chercher, pour qu'ils se mettent vraiment au travail, la motivation est aussi un élément à partir duquel il faut pouvoir réfléchir. Donc, je vais essayer maintenant de traduire ces différents éléments dans les dispositifs que j'utilise avec mes étudiants donc, en première bachelier éducateur spécialisé. Et je voudrais d'abord en fait vous parler du deuxième élément. Donc, je travaille avec eux et ça c'est systématique et c'est en général en début de séance et c'est pas évalué pour des points. On participe à des ateliers d'écriture pour dépasser les blocages à l'écrit. Et donc ces ateliers d'écriture, l'idée c'est vraiment bien de travailler sur cette question de la confiance en soi et sur le fait que l'écrit est souvent vécu par eux comme quelque chose d'assez douloureux, de peu intéressant. Et donc, dans les ateliers d'écriture, il y a vraiment cette idée d'essayer de créer dans leur mémoire des moments d'écriture qui sont des moments positifs. Et donc, pour créer des moments d'écriture qui sont des moments positifs, ces ateliers d'écriture sont très libres. Donc, on pourrait imaginer des ateliers d'écriture qui soient plus en lien avec la rédaction scientifique, etc. Moi, je ne fais pas du tout ça. Donc, c'est vraiment des ateliers d'écriture qui ont vraiment pour but de générer d'abord de la confiance en soi. Et donc, ce que je fais systématiquement, c'est qu'en fait, il y a 3 éléments qui sont récurrents dans la pratique des ateliers d'écriture. Le premier est qu'on travaille à partir d'un inducteur d'écriture. Le deuxième est qu'on travaille avec un temps donné et pas une quantité de contenu à produire. Et le troisième élément est qu'on peut lire son texte tout haut, même si on n'est pas obligé de lire son texte tout haut. Et donc, quand je parle d'inducteur d'écriture, la notion est importante parce qu'un inducteur, ce n'est pas une consigne. Et donc, ça veut dire qu'il est impossible de rater l'atelier d'écriture puisque l'inducteur est vraiment là pour canaliser la pensée, pour donner un point de départ, mais pas du tout pour la contraindre. Et c'est assez intéressant de voir à quel point les étudiants sont systématiquement, durant les premiers ateliers, très en demande de savoir si en fait ils respectent vraiment ce qui leur est demandé. Et donc ça arrive très souvent qu'ils me disent madame je sais pas, j'ose pas lire parce que je suis pas sûre d'avoir fait ce que vous vouliez, je suis pas sûre d'avoir respecté la consigne. Et donc ça c'est l'occasion de revenir avec eux sur oui ok ici on écrit pas pour que ce soit bien, pas pour que ce soit pas bien, on écrit parce qu'on a envie de dire quelque chose, on a envie de le partager, on essaye de le dire le mieux qu'on peut, mais on peut pas rater puisqu'il n'y avait pas de consigne. Donc peut-être pour donner un petit exemple d'atelier d'écriture, je l'ai dit dans ma présentation, moi je viens de Charleroi et donc je travaille avec eux par exemple à partir de textes de chansons et il y a un artiste Carolo qui s'appelle Mochelan et qui a écrit un texte qui réhabilite vraiment la ville de Charleroi par rapport à l'image que certains peuvent s'en faire et qui s'appelle Notre ville. Et donc, on écoute ce texte avec les étudiants et à partir c'est un texte de slam, et donc à partir du texte, ils sont invités en fait à reproposer une autre lecture de leur quartier, de leur immeuble,
leur village, de leur ville, voilà, comme ils ont envie de le faire. Et donc, ces ateliers d'écriture, en fait, sont vraiment des outils très précieux pour établir une relation avec eux, une relation de confiance, et pour qu'eux-mêmes rétablissent la confiance dans leur propre capacité à écrire des choses qui peuvent être intéressantes, et aussi dans le fait que écrire, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et ça, c'est vraiment important, puisque si je relie à ce que je disais tout à l'heure, on est vraiment dans une perspective ici qui n'est pas d'écrire pour atteindre une norme, mais bien d'écrire pour aider à construire la pensée. Alors, je reviens maintenant à l'autre point qui est mentionné donc, ici sur la dia. Ça, c'est l'essentiel en fait du contenu du cours. On travaille sur les écrits professionnels pour développer les compétences métalangagières. Et donc, c'est intéressant en fait de pratiquer les écrits professionnels avec des éducateurs spécialisés particulièrement, parce qu'en fait, les éducateurs spécialisés, donc c'est un métier qui n'est pas protégé. Donc ça veut dire qu'ils peuvent complètement à l'embauche être en concurrence avec d'autres types de bacheliers, par exemple des assistants sociaux, et ils peuvent ne pas avoir l'emploi parce que l'autre conviendrait mieux. Et donc il y a vraiment un enjeu au sein de la profession d'essayer de faire reconnaître le titre d'éducateur spécialisé comme étant un titre particulier et protégé. Et au sein de la profession, on se rend compte qu'un des leviers, c'est vraiment que les éducateurs doivent réussir à s'approprier l'écrit pour, quelque part, pouvoir argumenter l'importance de faire reconnaître leur pratique, leur expertise, et voilà. Et donc, pouvoir en fait importer ce débat qui existe au sein des professionnels de l'éducation spécialisée à l'intérieur de ma classe avec des étudiants de première, ben, c'est intéressant forcément pour eux, puisqu'ils ont en général plutôt envie de raccrocher tout ce qu'ils font en classe avec leur métier. Et donc, c'est un côté qui est assez responsabilisant, je pense. Et donc, on travaille vraiment justement sur des écrits d'éducateurs. Et pour ça, j'utilise en fait deux références qui sont Joseph Roussel et Patrick Rousseau, qui ont systématisé des écrits d'éducateurs spécialisés. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille en fait des techniques de rapport. L'idée, donc, c'est d'abord d'ancrer de la motivation, puisque, on l'a dit déjà, le rapport à l'écrit n'est pas toujours facile, et les réflexes d'évitement sont quand même nombreux. Il y a peut-être aussi un élément que je voudrais préciser, c'est que quand on parle des écrits professionnels dans la perspective que moi j'envisage, c'est pas une perspective utilitariste dans le sens où l'idée n'est pas, bah oui, puisqu'ils n'aiment pas écrire, on va travailler des écrits professionnels, comme ça au moins ils seront opérationnels dans le cadre de leur métier futur. Donc l'idée n'est vraiment pas là. L'idée est de travailler avec eux, de mettre au jour avec eux justement les démarches mentales qui sont nécessaires pour produire les types d'écrits qui vont être amenés à rédiger quand ils seront eux-mêmes éducateurs. Et donc l'idée n'est pas du tout de simplement donner des espèces de clés sur porte. L'idée est vraiment de travailler sur, comme on le disait tout à l'heure, sur la partie immergée de l'iceberg. Alors, pour être vraiment concrète, ce que je fais avec eux, donc, c'est que je leur demande, en fait, à partir d'une situation vécue en stage qui leur a posé problème, et donc une situation qu'ils n'ont pas pu résoudre, qu'ils considèrent peut-être comme un échec dans leur pratique, ou qui les a interpellés, ou qui les a mis en difficulté. Je leur demande d'essayer de poser une question problématique, donc d'apprendre à généraliser, de conceptualiser pour poser une question qui, au-delà de la réalité vécue personnelle et unique du moment, on puisse aller chercher dans la littérature scientifique des éléments qui permettent de vraiment de venir donner des éléments intéressants de réponse à cette question. Et donc, la première étape du rapport, le premier rapport plutôt, c'est un rapport qu'on appelle SPRI. Et donc, l'idée est vraiment non, pardon, le premier rapport, c'est une méthode qu'on appelle la méthode en 7 questions et qui, en fait, tend à décrire un fait d'observation en corrélant vraiment chaque élément au rapport logique
qu'il induit. Donc, on travaille déjà assez longtemps simplement sur tiens, qu'est-ce que c'est quoi la différence entre un quoi et un pourquoi, etc. Et puis, donc ça c'est la première étape. Ensuite, on travaille la formulation d'une question problématique. Ensuite, la deuxième étape, en fait, c'est d'exercer le continuum lecture-écriture. Et donc, le continuum lecture-écriture, comment on fait? Quand ils ont posé leurs questions problématiques, on a un accès à la haute école à Kern-Info pour les étudiants. Donc, ils passent du temps à chercher en fait des sources qui peuvent venir alimenter cette problématique, cette question problématique à partir de lectures qu'ils auront faites, de recherches qu'ils auront faites dans des articles qu'ils trouveront sur Kern-Info. Et puis la troisième étape, donc le troisième rapport qu'ils seront amenés à rédiger, ce sera celui-là, la méthode SPRI. L'idée, c'est vraiment de revenir à partir de l'expertise scientifique qu'ils ont pu acquérir, de revenir vers la situation de départ qui les mettait un peu en difficulté et de venir la nourrir de l'expertise plus théorique qu'ils ont pu trouver. Donc l'enjeu, c'est vraiment de les accompagner pas à pas dans des démarches qui nécessitent une rigueur scientifique et de leur prouver en fait à eux qui en général sont quand même dans un rapport assez direct à leurs études, où en fait c'est surtout l'expérience concrète de terrain qui compte, où la pratique de stage pour eux c'est quand même c'est vraiment dominant par rapport à tout ce qui est théorique. C'est vraiment d'essayer d'intégrer comment la théorie peut se mettre au service de cette pratique sans la déforcer et sans du coup se poser en concurrence avec cette pratique. Voilà, j'ai pas de vue sur le temps, donc je ne sais pas du tout si... Justement, 2-3 minutes pour conclure. Bah oui, je conclue. Ok, très bien. Voilà, donc finalement, l'enjeu, et c'est une phrase que je travaille avec les étudiants, c'est vraiment de leur faire prendre conscience, de les pousser à être d'accord avec cette phrase d'Aragon qui dit « je crois qu'on pense à partir de ce qu'on écrit » et pas le contraire, afin qu'ils puissent vraiment se réconcilier, c'est pas le bon mot, mais se sentir plus à l'aise avec des pratiques d'écrit pour pouvoir développer un rapport. Excusez-moi, je perds le fil. Donc l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir développer des pratiques pédagogiques qui peuvent convaincre les étudiants du bien fondé de la réflexion d'Aragon et qui suscitent en eux la confiance nécessaire pour pouvoir, quelque part, quand ils sont convaincus, se mettre en travail et s'engager réellement pour que ce soit possible. Voilà, je vous laisse peut-être sur ma bibliographie.